Bienvenue et merci d'être là une nouvelle fois en direct sur LN24 pour déjà la dernière de la semaine, une émission 100% belge avec un chouïa d'Amérique aussi, on en reparlera dans quelques instants. Mais d'abord, nous resterons au cœur de la grande affaire de la semaine. On a découvert Clément, le nouveau fils du prince Laurent. Oui, mais nouvelle révélation, on pensait qu'il avait fait ça uniquement par enthousiasme et par besoin naturel de reconnaissance. On apprend qu'il a été payé pour tourner ce fameux documentaire. Est-ce une histoire d'argent ou de sentiments? C'est la question qu'on posera ce soir. Nous serons aussi du côté de Uccle où on a appris grâce à l'ADH que l'ambassade d'Israël avait échappé de justesse à une attaque. Un homme se promenait avec un bidon d'essence, sans doute prêt à commettre le pire. On sera sur place tout à l'heure avec Émile Taureau pour voir si la sécurité a été renforcée sur place. Nous parlerons aussi de Mathieu Léonard, le patron de l'Horeca bruxellois, qui lance un appel à tous ceux qui vont perdre leur allocation de chômage en leur disant « Venez, moi j'ai du boulot à vous offrir ». Il suffit de postuler. Et puis nous recevrons Bruno Coleman. C'est l'un de nos meilleurs économistes. Voilà qu'il s'attaque désormais au sujet des États-Unis. Il en revient. Il était encore là-bas au mois de février dernier. Il ne veut plus y remettre les pieds. Il nous dira pourquoi à travers un nouveau livre qui fait l'événement ce soir. Des professeurs, il y en a d'autres sur ce plateau. Le professeur Bouchela, en compagnie de son assistant Mosca, sera de la partie. Il y a Camille Torlinden, l'une des meilleures journalistes et chroniqueuses de ce pays. L'un des meilleurs journalistes de ce pays et historien par ailleurs, Romuald Lamorté. Et puis, il vient avec un peu d'avance sur sa promo. Bruno Coleman est déjà avec nous. Bienvenue dans 100% Belge, épisode numéro 10. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. C'est le match des professeurs ce soir. J'ai jamais vu autant de profs réunis. Bonsoir Bruno Coleman. Bonsoir. Merci d'être là. Vous connaissez certainement le professeur Bouchela. La science face à l'économie. Qui va gagner ce soir? On ne le sait pas. Et puis il y a Camille et Romuald pour compléter le tableau. Qui est cette personne? Écoutez, c'est mon assistant personnel. Ouais. C'est elle qui vous aide à mettre au point, j'imagine. Oui, c'est le chaos créateur. Toutes les formules scientifiques. Bienvenue Mosca. Je ne sais pas si on lui a expliqué que par contre, niveau prestations, c'était pas rémunéré. Non, il n'y a pas de souci. Il aura 2 croquettes. Alors, nous avions oublié quelque chose cette semaine et il est temps de rectifier tout ça. On a oublié hier un anniversaire. Et pas n'importe quel anniversaire, l'anniversaire de la reine Paola, 88 ans. Et figurez-vous que pour son anniversaire, elle a reçu un beau cadeau puisqu'elle a appris qu'elle avait un petit enfant caché, Clément, qui fait l'actualité et dont on reparlera tout à l'heure. Bien évidemment, on garde ce dossier au chaud. Mais avant ça, place au visage à la une. Et ces visages, ce sont peut-être les vôtres. Alors que pendant ce temps-là, le chien se balade gentiment sur ce plateau, vous êtes susceptible de le voir apparaître à n'importe quel moment. Mais avant ça, parlons des visages qui font la une. Il y a d'abord, et oui, il faut en parler, un autre chien. Ce chien s'appelle Paco, il a été envoyé en taxi dans un refuge. On va parler de cet échevin de oui, Étienne Robat, qui fait l'actualité parce qu'il veut boycotter Belfius. Et puis un restaurant emblématique, le San Daniele, celui de la famille Spinelli, qui quitte Bruxelles, direction le Brabant flamand. Marre de Bruxelles ou pas, on verra ce qui se cache derrière ce dossier. Mais d'abord, le visage de, eh oui, Paco. Paco, un chien pas comme les autres, qui nous emmène ce soir du côté d'un refuge bien connu, Veewaide, qui est du côté d'Anderlecht, qui fait régulièrement l'actualité, qui est débordé lui aussi comme des tas de refuges de Belgique, sauf que là, c'est le pompon, ou alors peut-être même le clou de leur cercueil, voilà ce qu'on a appris. Ils ont reçu un chien qui a été envoyé par un taxi. Ce chien devait prendre l'avion avec son propriétaire, il n'a pas pu rentrer dans l'avion. Vous savez quoi? La propriétaire en question a dit « Tu sais quoi, je te paye un taxi, direction le refuge ». Évidemment, je vous jure que c'est vrai, professeur, Gaëtan van Guatsenhoven, qui est le président de ce refuge, est ulcéré. Je vous livre quelques-uns de ses mots. Au lieu de renoncer à ses vacances ou de chercher une solution responsable, elle a pris l'avion seule et a appelé un taxi pour nous envoyer son chien. Le chauffeur s'est retrouvé avec un chien abandonné sur les bras. Sans retour concret de sa part, nous dit-il, une plainte pour abandon sauvage sera déposée. L'équipe a le moral au plus bas, mais Paco, lui, reste calme, doux, sociable, malgré ce qu'il vient de vivre. Il parle d'abandon sauvage, Romuald. C'est quoi la différence entre un abandon sauvage et un abandon qui n'est pas sauvage? Un abandon sauvage, disons les mots platement, c'est être un gros connard. Parce que c'est laisser un animal dans la nature, sur la voie publique, dans un endroit donc qui n'est pas encadré, et vous le laissez sans accueil, sans prise en charge vétérinaire, bref, sans rien.
Et cet acte, il est interdit par la loi, il est considéré comme de la maltraitance animale. Il y a un article du code pénal belge qui punit d'une peine d'emprisonnement, 1 à 3 mois et d'une amende de 52 qui peut monter jusqu'à 2000 € pour toute personne qui abandonne son animal avec l'intention de s'en défaire. Et encore plus, l'amende peut doubler si l'animal est mis en danger. Et alors, ce qu'on appelle l'abandon responsable, c'est être conscient qu'en fait, dans une situation compliquée, parfois, on doit se défaire de son Donc on animal. vient soi-même le déposer au Exactement. refuge en expliquant malheureusement pour quelle raison on n'est plus capable d'assumer la responsabilité de, Et par là, exemple, c'est une Mosga démarche qui vient de passer. administrative. Là, c'est une démarche administrative avec prise de rendez-vous, entretien, on signe un acte. Donc tout ça est bien encadré. Il y a une petite participation financière qui est demandée, généralement de 50 à 60 €. Et cette démarche, elle est légale, donc elle transfère la responsabilité de l'animal, de la personne, au refuge, par exemple. Je veux évidemment la réaction du professeur et du papa de Mosca. Ah oui. Le papa de Mosca, il réagit comment à cette histoire? Vous imaginez, vous devez prendre un vol, plutôt que de prendre le vol avec votre animal de compagnie, vous le renvoyez en taxi, non pas chez lui, au refuge. Bah, les bras m'en tombent, hein, je dis honnêtement. Parce que je dis qu'il y a 150 000 solutions. Vous pouvez aussi aller à des espèces de hôtels, entre guillemets, Les pour dog-sitters chiens, ou aussi. des dog-sitters. Moi, personnellement, depuis quand j'ai le chien, je fais plus le mariole à partir aux 4 vents, mais voilà. C'est un engagement. Je suis très content, c'est une responsabilité. Je dis que prendre un animal de compagnie, c'est pas un jouet. Bah, moi, je trouve ça horrible. Moi, j'ai un chien aussi, je me suis profondément attachée à lui. Jamais je le laisserai comme ça sur le bas-côté de la route juste pour prendre un avion. Je comprends même pas comment. En plus, Bruno, on a souvent l'occasion d'évoquer ici les raisons économiques qui ont poussé des Belges à abandonner leur animal de compagnie. Ici, c'est pas une raison économique. Madame prend un vol, peut-être même en première classe, et laisse son animal et l'envoie au taxi au refuge. Oui, moi j'ai une vision un peu plus tempérée parce que je Ouais. pense que cette dame va revenir. Elle va revenir, certainement le chien aurait été bien traité. Et le sentiment d'abandon du Alors chien. voilà, mais ça c'est autre chose. Il y a le sentiment d'abandon, mais je pense que l'histoire sera dite quand elle reviendra. Attendons son retour, vous nous pense que invitez à la patience. Mais la médiatisation du fait, à mon avis, va la pousser à aller s'occuper de son Ça chien. aurait pu être pire. Et on en profite pour transmettre un message aux chauffeurs de taxi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quelle demande farfelue comme celle-là. Vous pouvez aussi renvoyer Heureusement la que propriétaire face à ses responsabilités. Et moi, je peux vous dire que Ouais. quand je quitte mon chien à même 2 heures, c'est moi qui suis malheureux. Hein. Parce que pour lui, c'est la fête, je peux vous dire. Ouais, Il se dit, enfin libéré de mon professeur, l'espace de 2-3 heures, je vais pouvoir respirer un petit peu. Autre visage dans l'actualité qu'on voulait absolument vous montrer, ce visage, c'est celui d'un échevin. Il s'appelle Étienne Robat. Il est échevin du côté de Oui et il est particulièrement fâché contre une banque. Cette banque, vous allez la reconnaître, c'est Belfius, qui a tendance, comme d'autres banques, à fermer évidemment ses agences et ses distributeurs. Voilà ce qui se passe exactement à Benahin, dans la commune de Huy. Le distributeur automatique fermera définitivement ses portes bientôt, entre la fin septembre et le début octobre. Consternés, des habitants ont lancé une pétition. Et voilà qu'Étienne Robat, à titre personnel, décide même d'aller plus loin. Je pense de plus en plus, dit-il, à fermer mon compte. Cette banque n'offre quasiment plus aucun service. On doit tout faire via l'application. Professeur, au lieu de râler, est-ce que la ville de Huy ne pourrait pas installer ses propres distributeurs? Il me semble que ça a été fait ailleurs. Oui, bon, alors je parle sous le contrôle du collègue, M. Colmont, qui connaît ça 150 000 mois. Ah, vous inquiétez pas, il est là pour vous surveiller. 2 heures de colle si c'est pas bien fait. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'une commune ne peut pas exploiter elle-même un DAB. Ça, c'est un métier qui est quand même laissé à des opérateurs agréés. Mais ceci étant, la commune pourrait par exemple négocier avec Batopin pour installer un point cash en lui proposant par exemple un endroit, en le cofinançant, ou elle pourrait éventuellement, m'a-t-on dit aussi, passer par un opérateur indépendant pour avoir ce point cash dans la commune. Donc c'est pas interdit, mais la commune ne peut pas commencer à installer une armoire à billets au milieu de la grande place, quoi. Et ils vont installer d'ailleurs des Batopins dans le coin, seulement c'est un peu plus éloigné de Benahin. Professeur, est-ce que c'est pas l'occasion là de taper facilement sur les banques? On a l'impression que c'est un peu devenu un sport national du côté des élus locaux. Oui, je crois que c'est un peu facile. Vous savez, gérer du cash, c'est très onéreux pour les banques. Ça demande de la sécurité, ça demande parfois des agences dans lesquelles il faut mettre les points cash. Et donc, le fait d'avoir rassemblé les points cash dans des endroits de commerce, c'était plutôt une bonne idée. Mais c'est vrai que c'est très dommageable, notamment pour les vieilles personnes.
J'ai une mère, moi, qui a 90 ans, qui a besoin de cash. Elle est dans une maison pour personnes âgées. Et il y a des choses qui se payent en cash, mais elle n'a pas la possibilité de se déplacer. Donc ça devient un peu compliqué. Et finalement, je peux comprendre l'embarras de certaines personnes. Maintenant, voilà, il y a une question de rentabilité, de proximité, de productivité. Je crois qu'il faut maintenant arrêter de limiter les points cash, parce qu'il y en a trop peu. Même à Bruxelles, ça pose un problème, parce que souvent, ils sont dans des galeries commerçantes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de parking, et que donc ça demande une logistique qui n'est pas habituelle, en tout cas très différente de ce qu'on a pu connaître. Et Batopin était censé répondre à ce problème. Sachez quand même qu'à Bénahin, et bonjour Mosca, qui se balade comme ça en plateau, tu es le bienvenu, tu es vraiment chez toi. Sachez qu'à Bénahin, on a vécu d'autres misères ces derniers temps, puisqu'il y a un énorme incendie a ravagé 3 commerces. Et vous dire si le cumul de ces mauvaises nouvelles les a peut-être évidemment perturbés. Je voudrais qu'on s'intéresse à un 3e visage. Ce visage, c'est celui d'un grand chef, Franco Spinelli, qui tient le restaurant San Daniele avec son frère Stefano depuis des années et des années. C'est une véritable institution. Ils ont reçu des prix et ils ont une étoile au Michelin pendant des années et des années. Et voilà qu'on apprend, là aussi dans la presse, qu'ils vont quitter Bruxelles, direction le Brabant flamand. Alors officiellement, c'est parce que le quartier a commencé à changer, nous dit Franco. La difficulté, ça a toujours été de trouver du parking. Oui, mais les rues sont devenues sales aussi, dit-il. Ça joue un petit peu sur l'état de l'artère. Ce seraient des questions uniquement de saleté, d'insalubrité. Oui, mais voilà que dans un autre article publié en Flandre, voilà ce qu'on découvre, peut-être une autre version des faits, mes clients ne se sentent plus en sécurité. Alors, on laisse évidemment cette problématique particulière et le choix de ce restaurant, mais Camille, est-ce qu'il y a de plus en plus de restos à Bruxelles qui ne ferment pas, mais qui se délocalisent, qui quittent la capitale pour aller ailleurs? Eh bien, j'ai contacté le chargé de communication de la fédération Horeca à Bruxelles, qui a posé la question directement à Monsieur Léonard. En fait, c'est pas tellement qu'il y a un phénomène de migration des restaurants de Bruxelles-Capitale jusque la Wallonie et la Flandre, c'est plus qu'il y a plus de restaurants qui ferment que d'autres qui ouvrent. En fait, je pense que c'est un secret pour personne. Il y a énormément d'établissements qui ferment à Bruxelles pour plusieurs raisons économiques, pour la hausse du coût énergétique, les loyers élevés, la hausse des coûts salariaux, et donc le secteur est vraiment sous pression à Bruxelles, sous pression économique. Donc il n'y a pas tellement une migration, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui ferment. Oui, mais pas beaucoup qui changent de province, de région oui. et autres. Voilà un phénomène tout à fait particulier, à voir si l'équipe du San Daniele va être suivie par d'autres cas. On leur souhaite en tout cas le meilleur, parce que je peux vous dire que c'est une famille en or. Il est l'heure de continuer à parler de votre actualité à vous et de faire le tour du pays. Avec 3 escales ce soir, nous irons du côté de Gand, où il se passe des choses avec un chef d'orchestre israélien. C'est la polémique du moment. Nous irons du côté d'Ostende, où le trafic de drogue a tendance à augmenter. Et puis à Charleroi, où le personnel de l'aéroport est particulièrement secoué. Mais avant ça, première escale ce soir du côté de Uccle. Parce qu'on a appris, à travers l'ADH, qu'on avait peut-être évité le pire du côté de l'ambassade d'Israël, qui est située à Uccle. Un homme, une personne, s'était baladé avec un bidon d'essence, sans doute prêt à commettre le pire. Émile, vous êtes sur place pour nous. Est-ce qu'on en sait plus ce soir sur ce qui s'est vraiment passé et sur les conditions de cette arrestation ? En effet Thibaut, donc je suis ici dans la rue de l'ambassade d'Israël, elle est juste un peu plus haut, j'ai malheureusement pas pu m'approcher parce que pour des raisons de sécurité, l'ambassade d'Israël refuse qu'on filme le bâtiment. Alors c'est ici même que ce jeune de 19 ans s'est fait arrêter la semaine dernière, vendredi à 19h30. En cause, il avait dans son sac de quoi faire un cocktail Molotov et du coup il a été directement arrêté par la police présente sur place. Alors ce jeune, il a été entendu par la juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt et il est maintenant sous bracelet électronique. Ici, cette arrestation, elle repose la question de la présence de cette ambassade et du dispositif policier qu'il y a autour. Et d'ailleurs, on a posé cette question aux habitants d'Uccle. Certainement, il y a une présence policière qui est nécessaire, je pense. Oui, c'est très bien. Il y a la présence qui est constante et je ne pense pas qu'ils sont plus nombreux. Je ne pense pas qu'ils soient plus nombreux en ce moment. Non, pas vraiment au jour le jour. Oui, quand il y a eu les manifestations l'année passée, effectivement, ça a posé problème, et notamment pour les commerçants du quartier qui ont vu leurs vitrines légèrement vandalisées, mais pas par l'ambassade d'Israël ou par le dispositif policier, mais bien par les manifestants qui étaient contre. Maintenant, elle est là depuis des années, il y a toujours eu ce dispositif policier, donc non, au jour le jour, ça ne dérange pas la vie du quartier en tout cas. En tout cas, on sent que le lieu reste un lieu de tension. Et ce midi, par exemple, il y avait encore une manifestation ici, juste en face de l'ambassade d'Israël, qui a rassemblé une vingtaine de personnes, comme tous les seconds vendredis du mois.
Merci Émile pour ces précisions et vous allez voir que ce problème, cette affaire, est liée ce soir à une autre affaire qui nous emmène du côté de Gand. Gand, ville paisible, ville tranquille, ville touristique, oui mais éclaboussée par une énorme polémique depuis 24 heures avec le chef d'orchestre Lava Shani, qui est israélien et dont la prestation a tout simplement été annulée, soi-disant parce qu'il n'est pas très clair sur ses positions par rapport au gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. C'est dommage parce que ce festival, sincèrement, il avait l'air bien. Il avait l'air bien, ce festival, il sera bien, mais sans ce chef d'orchestre. Tout le monde a réagi depuis 24 heures. Et évidemment, le Premier ministre Bart De Wever, qui est un peu scandalisé. Par contre, la ministre de la Culture flamande, Caroline Genet, dit bah, « c'est normal, en tant qu'autorité culturelle, ils font quelque part ce qu'ils veulent, c'est leur liberté artistique. » Et puis Georges-Louis Boucher, lui, a carrément réagi en demandant la démission de la ministre de la Culture flamande. Juste, Romu, est-ce qu'il ne risque rien au niveau du festival à prendre une décision comme celle-là, qui peut sembler assez arbitraire, annuler la prestation artistique de quelqu'un sous prétexte qu'il n'est pas super clair sur ses positions politiques? Alors qu'est-ce qu'ils disent les organisateurs? Ils disent qu'ils font ça pour la sérénité du festival et pour favoriser l'expérience des visiteurs. Le reste du programme entièrement aura lieu à part cela. Les tickets qui ont été achetés pour le concert annulé seront remboursés, les clients seront contactés. Ça c'est pour ça. Alors en fait c'est une relation contractuelle entre les organisateurs et cet artiste. Et donc oui, en théorie, ils peuvent annuler la prestation d'un artiste, mais le problème, c'est que c'est un peu controversé juridiquement, éthiquement, parce que certains pourraient dire qu'il y a une apparente discrimination fondée sur la nationalité ou sur ses opinions politiques. Vous savez que la liberté artistique, elle est largement protégée en Belgique, notamment article 19 de la Constitution, il y a une jurisprudence européenne là-dessus. Et donc, en fait, ceci va se passer après. Est-ce qu'il y aura des contestations juridiques devant les tribunaux? Mais à la base, c'est quelqu'un qui paye pour avoir les services de quelqu'un d'autre, et donc c'est une relation contractuelle. Mais effectivement, vu les modalités, on va dire, qui ont été faites pour écarter la personne, ça pourrait être contestable. Bruno, Georges-Louis Boucher disait il y a quelques instants sur ses réseaux sociaux, imaginez qu'on doive demander à chacun sa position sur le conflit israélo-palestinien avant de décider si on doit conserver sa prestation ou annuler sa prestation, on ne va pas s'en sortir. Ici, vous êtes choqué ou vous comprenez la décision du festival? Mais l'annulation est parfaitement ridicule. C'est comme ne pas permettre des sportifs israéliens de participer à des manifestations, ça n'a aucun sens. Mais le gouvernement belge n'a pas été clair non plus dans son attitude par rapport à Israël et par rapport au conflit à Gaza. Et en fait, je crois qu'il y aurait des vertus à pouvoir distinguer le fait d'être israélien du fait de critiquer ou pas le gouvernement Netanyahou. C'est ça la question, c'est qu'en fait on fait des amalgames. Donc ce type aurait dû évidemment jouer en Belgique, évidemment. Et parce que si ça continue, il y aura un terrorisme de la nationalité. Et ça c'est extrêmement grave. On ne va pas vous demander, professeur, votre réaction, votre position sur le conflit, mais vous avez aussi l'impression qu'on fait une grande soupe pour l'instant et qu'on mélange un peu tout? Mais pour moi, il y a un problème de logique dans cette affaire-là, parce qu'en fait, de logique formelle, au sens de la logique qui soutient la mathématique, c'est qu'en fait, on a une polémique, non pas sur une déclaration qu'une personne a faite, mais sur ce qu'il n'a pas dit. Mais sur une déclaration qu'une personne n'a pas faite. Ouais. Et alors là, en ce moment, ça peut tomber sur tout le monde. Ah oui, si on commence à vous reprocher non pas ce que vous avez dit, mais ce que vous n'avez pas dit, on est parti pour la gloire, voilà, les amis. Exactement. Et ça peut avoir des conséquences également financières à un moment, avec des gels de subventions et autres. Tout cela pourrait avoir des répercussions politiques par après concrètes au niveau du portefeuille pour l'organisation. Parce que logiquement, dans notre État, on sanctionne ou on critique les gens quand ils font des choses ou quand ils disent des choses. J'aurais dû faire scientifique, j'aurais été aussi malin que vous et j'aurais pu résumer comme ça en une phrase tout ce qu'on avait en tête. Bruno. Oui, mais ce qu'il faut mentionner, je pense, c'est qu'il se passe des choses extrêmement graves à Gaza. Il faut les nommer et il faut que dans la communauté juive, il y ait aussi une expression politique par rapport à ce qui se passe. Le silence, parfois, est plus dommageable que la prise de parole. Et malheureusement, il y a des ambiguïtés multiples qui se combinent. Et je pense que Paul Magnette a très bien dit récemment, il se passe là-bas un génocide, alors on n'est pas d'accord avec le terme ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il faut nommer les choses, comme disait Albert Camus, parce que quand on les nomme, on peut les circonscrire. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde pendant ce temps-là. Voilà. Mosca a des ambitions, monter sur cette table et peut-être même rejoindre Camille. La parole. Pourquoi pas pour une virée du côté d'Ostende. Ostende, c'est notre deuxième destination
destination ce soir. Ouais, décidément, on est en Flandre et on reste en Flandre. Alors avec une image qui, vous allez le voir, va mélanger le plaisir de la plage, oui, mais la présence de la police aussi. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que le trafic de drogue est en pleine expansion à la côte belge. Au cours du premier semestre 2025, 334 délits liés à la drogue. C'est plus soit 73% par rapport à l'année précédente. Tout ça nous fait peut-être penser qu'il y a une jeunesse dorée à la côte belge, qu'on a vue dans des séries télé, qui a besoin d'être alimentée. Bienvenue à Knock, ma poule. Qu'est-ce que tu fais avec un crétin comme moi ? L'amour est aveugle, Alex. Je suis un peu bipolaire. D'un coup, je peux déprimer et en une fraction de seconde, je suis capable d'être surexcitée. Me vole pas ma meuf, mec. Je veux cette dent de requin. Donne. Professeur Bouchela, si on voit les choses par le petit bout de la lorgnette, on se dit, bah ouais, il y a une petite jeunesse qui a de l'argent et qui cherche à le dépenser, et c'est pour ça que le trafic de drogue augmente à la mer du Nord. Ou alors on se dit qu'il y a peut-être une autre explication et que la science peut nous aider. Oui, alors je me suis tapé les articles en flamand, si vous me permettez l'expression, pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé à Knock. Et en vérité, là, entre guillemets, le mystère se dévoile. En vérité, c'est un biais de détection, parce que les articles flamands expliquent bien que les autorités ostendaises ont signalé une augmentation du nombre de contrôles. Et donc, ils ont contrôlé beaucoup plus de gens, et donc, ils ont trouvé beaucoup plus de gens en possession de drogue. Tu cherches plus, tu trouves plus. Exactement. Aussi simple que bonjour. Alors, l'histoire de Knock-Off, c'est le fameux biais de disponibilité. Ça, je l'avais vérifié. C'est-à-dire qu'on a quelque part une série, enfin, une explication médiatique satisfaisante, disponible, alors hop, on tombe dedans. Mais il faudrait bien faire attention de ne pas voir autre chose dans cette affaire-là. En tout cas, tant qu'on n'a pas ouvert les dossiers, qu'on a simplement un chiffre qui vient d'une augmentation assumée des contrôles, c'est difficile de pouvoir donner une autre cause. Entre nous, Camille, vous auriez eu un professeur de sciences comme ça, vous seriez devenu scientifique. Ah, mais j'aurais fait de la science c'est sûr. mon métier. Mais c'est sûr. Alors l'autre explication que certains donnent, c'est que le port d'Anvers est de plus en plus contrôlé. Ce fameux port dont tout le monde parle en disant il n'y a pas assez de contrôle. Il y aurait quand même de plus en plus de contrôle au port d'Anvers. Du coup, on va à Zeebrugge, on va à Ostende, là où il y a d'autres ports. Laissons cette polémique de côté et intéressons-nous à une troisième destination ce soir. Allons faire un tour du côté de Charleroi. Charleroi, pourquoi Charleroi ? Parce que là-bas, figurez-vous que le personnel de l'aéroport est particulièrement remonté. Lisez cet article qu'on a trouvé dans Sudinfo. On y voit les agressions contre le personnel qui augmentent. Témoignages parmi d'autres. J'ai déjà vu des gens s'énerver, taper du poing sur un comptoir comme contre une vitre, donner des coups de pied dans une valise, insulter le personnel. Je l'ai moi-même été. Camille, est-ce qu'il existe une liste noire des passagers, de tous ceux qui se sont rendus coupables de telles violences, en disant désormais vous, c'est un peu comme les interdits de casino, vous ne prendrez plus jamais l'avion, en tout cas pas chez nous. J'ai passé un petit coup de téléphone à Nathalie Pierrard, qui est la porte-parole de l'aéroport de Charleroi. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de liste noire, mais selon un règlement interne, la direction et le commandant de bord peuvent interdire l'embarquement à un passager qui a un comportement inadapté, agressif ou qui présente un danger pour les autres passagers. Alors elle m'a quand même dit, appelez la police fédérale, peut-être que là-bas, ils auront d'autres informations, c'est ce que j'ai fait. Alors là-bas, on m'a parlé d'une banque nationale des données policières qui s'appelle la BNG, qui est une base de données qui liste en fait les individus condamnés. Alors pour la consulter, il faut justifier un motif légitime, donc on ne peut pas y aller comme ça. Vous et moi, nous ne pouvons pas consulter cette liste. Mais il y a quand même, du coup, une sorte de répertoire d'individus condamnés. Mais donc ça, c'est à la police, pas forcément pour l'aéroport. Et même les policiers ne peuvent pas la consulter comme ça. Il y a des procédures ils doivent qui demander, permettent de le faire. ouais. Et il y a un homme qui s'est mis ici, autour de la table, sur une liste noire. Mais il s'est mis tout seul sur une liste noire. En tout cas, interdiction de partir vers les États-Unis. Cet homme s'appelle Bruno Coleman. Il ne veut plus voyager là-bas. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. Il vient nous parler de son tout nouveau livre qui fait l'événement, consacré aux États-Unis, à Trump, mais pas seulement. On en reparle dans un instant dans 100% belge, ou presque. Bienvenue dans 100% belge pour la dernière de la semaine. On est encore ensemble jusqu'à 19h15 avec une grosse affaire ce soir. Celle qui a bouleversé la Belgique durant toute la semaine. Voilà le visage de Clément, le nouveau fils du prince Laurent. Mais a-t-il fait ça pour l'argent ou pour la reconnaissance ? C'est la question qu'on se posera ce soir après avoir appris qu'il avait été payé pour participer à ce documentaire, tout comme sa maman. Nous remettrons les diplômes puisque c'est la fin de semaine. Jean-Luc Ruck mérite-t-il un diplôme ou pas ? Lui qui se félicite conteste désormais des navettes sans chauffeur du côté de Louvain. Oui, mais le personnel de la STIB, du Tech et de Delaine dans tout ça, les a-t-il oubliés ou pas ? On se posera la question, mais avant ça, on ouvre le consulat.
avec un livre qui fait l'événement. Ce livre, c'est celui de Bruno Coleman. Il raconte évidemment l'Amérique de Donald Trump, mais pas seulement. Il remonte très loin, bien avant ce simple grand divertissement qui représente le nouveau mandat de Donald Trump. Il a toujours l'air sympa, ce président, quand on le voit comme ça. Quand on lit votre livre, il a l'air nettement moins sympa, Bruno Coleman. Je voudrais qu'on monte évidemment l'affiche de ce livre, Le spectre d'un fascisme numérique. Le mot fascisme est très fort. Mais je voudrais d'abord qu'on démarre en montrant une image qui a fait l'actualité. Celle de Donald Trump, mais pas avec n'importe qui, avec Charlie Kirk, qui a été assassiné. Est-ce que cette image ne résume pas tout de votre livre et de cette montée en puissance de la violence et peut-être même du fascisme aux États-Unis ? Mais écoutez, moi je vois cet assassinat qui est épouvantable en tant que tel, parce que quand on voit les images vraiment de la balle qui touche l'homme et du sang qui coule, c'est horrible. Mais je vois cet événement comme un moment central dans la présidence de Trump. Il va être exploité aujourd'hui pour attiser les violences de part et d'autre. Il va cristalliser toute la rancœur du mouvement MAGA, mais aussi des républicains contre ce qu'ils appellent les libéraux, c'est-à-dire les gauchistes, les démocrates. Et je pense que je ramène cet événement dans l'histoire à l'incendie du Reichstag, quand en 1933, on a fait brûler le Reichstag par un communiste d'origine hollandaise qui n'avait pas fait lui-même, c'était un simple d'esprit. Et Hitler en a profité pour annihiler toutes les libertés individuelles, pour dissoudre les partis, pour mettre plein de gens en prison. Donc cet événement est important. Il faut savoir que Trump a demandé donc de mettre les drapeaux en berne, va se rendre aux funérailles, va lui donner à titre posthume la plus haute décoration civile, je pense, des États-Unis. Donc il se passe quelque chose d'extrêmement sérieux. Là, en ce moment, à un événement fondateur, même si vous évoquez un autre moment fondateur dans votre livre, qui est celui de 2021, avec les émeutes du Capitole et le reste. Et pourtant, Bruno Coleman, nous, l'Amérique, on l'associe un peu à ça, à ce refrain, par exemple. C'est l'Amérique de Joe Dassin, c'est le rêve, c'est voilà, la route vers l'Amérique. Et pourtant, vous avez cette phrase très forte au début de votre livre. Vous revenez de votre dernier voyage, on était en février dernier, je crois que vous vous rendez là-bas pour des raisons académiques. En montant dans l'avion, le vol du retour, j'ai su que je n'y retournerai jamais. Aujourd'hui, Bruno Coleman, vous et l'Amérique, c'est terminé avec les États-Unis en tout cas. Je ne pourrais certainement pas y retourner, puisque vous savez qu'on inspecte les gens qui arrivent aux États-Unis, on vérifie le smartphone, et ce livre, quand on écrit un livre de conviction, la main ne peut pas trembler. Et donc ma main n'a pas tremblé, mais ce fait que moi aussi je croyais en l'Amérique de Joe Dassin. Ma grand-mère était américaine, Chicago, j'ai étudié dans le Midwest, j'ai vu les universités merveilleuses, j'ai fait mon doctorat en partie à Harvard, donc j'ai connu cette Amérique extraordinaire de liberté. J'ai connu la période où les gens ne fermaient pas leurs voitures ni leurs maisons, où les gens étaient accueillis dans les restaurants, et puis d'année en année, l'Amérique s'est refermée jusqu'à maintenant devenir complètement close au reste du monde, avec un changement de régime politique qui est de nature il y a une quasiment formule, paramilitaire. Bruno, qu'on va vous coller sur le dos et vous la voyez s'afficher à l'écran. Bruno l'anti-américain. C'est un mot que vous assumez ou pas? Non, je ne suis pas anti-américain. Je suis extrêmement triste et déçu de voir ce qui arrive là-bas. C'est une grande tristesse. On est d'autant plus déçu qu'on a aimé quelque chose. Et finalement, cette Amérique qui m'a construit, qui m'a permis de me libérer en tant que personne, qui m'a permis de retrouver ma famille d'origine américaine. J'ai des arrière-grands-parents qui ont quitté la Belgique parce qu'ils mouraient de faim pour s'installer dans l'Illinois, donc à Chicago. Et ma grand-mère me parlait des États-Unis comme étant la terre de son enfance. Ma famille a laissé une recette de crevettes qu'on sert encore à Chicago, à New York, à Washington, dans les plus grands restaurants. Donc on a vraiment des racines américaines, mais cette Amérique, c'est terminé. Et c'est vrai qu'en rentrant de Harvard, où j'ai passé quelques temps, je me suis dit, je n'y retournerai plus. Je dois aller au bout maintenant de mes convictions, de mes intuitions, et surtout donner par ce livre une image réelle des États-Unis. Parce qu'on ne voit pas les États-Unis. On les voit par petits bouts, par mini-morceaux. Je peux vous montrer un petit bout de ces États-Unis? Oui, je vous en prie. Enfin, un petit bout, un grand bout de ces États-Unis, mais qui disent quelque chose. On voit le président Donald Trump entouré uniquement de femmes et d'hommes de couleur blanche, de race blanche, appelez ça comme vous voulez. Vous arrivez avec ce chiffre intéressant dans votre livre. En 1980, 80% des Américains étaient des blancs non hispaniques. En 2024, ils ne représentent plus que 57%. Ça change quoi, ça ?
Mais c'est un facteur qui explique le Trumpisme, c'est-à-dire que la peur démographique de ce qu'on appelle le grand remplacement a aussi touché les États-Unis. Et en fait, les classes ouvrières du Midwest, cette région qu'on appelle le flyover, parce qu'on on vole de la côte est à la côte ouest ou inversement, ces gens ont perdu leurs emplois. Les emplois industriels ont été délocalisés par la faute des Américains d'ailleurs, qui ont voulu en fait acheter moins cher de Chine, ce qui coûtait plus cher à produire aux États-Unis. Mais Trump a réussi à cristalliser un narratif en disant mais finalement le reste du monde a pris nos emplois et notre richesse. Et ça se teint d'une vision très eugéniste, très raciste. Vous savez, il n'y a pas un seul homme de couleur aux États-Unis. Dans l'équipe de Trump, par exemple, il y a même le look Mar-a-Lago, c'est-à-dire toutes les femmes ont des coiffures identiques, sont toutes botoxées, ressemblent les unes aux autres, avec cette vision, je disais, un peu immortelle. Et en fait, il est entouré de gens qui cherchent l'immortalité, comme par exemple Elon Musk. C'est un discours qu'on commence aussi à entendre chez nous, et il n'y a pas que ça. Vous faites référence à la crise des opioïdes aux États-Unis et de l'importance de la drogue. Chez nous, on a vu récemment à Bruxelles l'impact des fusillades et du reste. Et on parlait il y a quelques minutes à peine encore du trafic de drogue chez nous. Est-ce qu'on est en voie d'américanisation? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Sommes-nous déjà des Américains et peut-être même dans les mêmes dérives qu'eux? Alors, on dit toujours que les États-Unis montrent le chemin avec 20 ans d'avance. Je crois que notre grande chance est d'avoir gardé des États sociaux qui nous protègent, d'avoir promu la solidarité. Les États-Unis sont un pays très jeune, c'est 250 ans d'histoire plus ou moins organisée. Nous avons 2 millénaires de lutte religieuse, de lutte de divers types. Donc, on va garder certainement une tempérance. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que certains pays en Europe commencent à se resserrer. Je parle par exemple à la Pologne, à la Tchéquie, à la Slovaquie, à la Hongrie. Ce sont des pays qui commencent à changer. Et si le trumpisme se généralise, se banalise comme étant une façon violente et en fait sans empathie, parce que c'est ça qui rejoint ces gens, ils n'ont pas d'empathie, la vie humaine n'a pas d'importance pour eux. Si ce courant commence à toucher l'Europe, on va être impacté. Mais heureusement, on a d'autres garde-fous. On a des garde-fous. Et vous nous dites aussi dans ce livre, méfions-nous des clichés sur les États-Unis, parce qu'on a tous grandi, on parlait de Joe Dassin tout à l'heure, mais aussi avec cet imaginaire-là, par exemple. Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable, c'est vrai. Et même très dangereux. Il n'a rien contre le pilote, mais contre son attitude. Vous savez, moi, quand un truc me branche, je le branche. Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote. J'ai une famille, moi, je peux pas me permettre de tout foutre en l'air. Et toi, tu es ma seule famille. Jamais je ne te ferai sale coup. À Top Gun, on va vous apprendre le combat. C'est intéressant parce que dans votre livre, vous dites tout ça, ça a été un peu le vernis des Américains. Le Top Gun, le McDo et tout ça, cette Amérique rassemblée. En fait, ça cachait déjà tous les problèmes. Mais oui, c'est la petite maison dans la prairie. Après la guerre, dès 1945, les Américains ont imposé un certain quota de films aux pays qu'ils aidaient à travers du plan Marshall. Mais clairement, il y a une image qui est donnée. C'est une image que nous avons cherchée aussi. Moi, j'adore Top Gun. Moi, j'ai vu Top Gun Maverick 4 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. D'ailleurs, Tom Cruise n'a qu'un an de moins que moi. Il paraît beaucoup plus jeune. Et lui, s'il fait des cascades, moi, j'arrive qu'à faire des livres. Mais c'est une image qu'ils ont voulu donner. Et en fait, ce que Trump nous force à regarder, c'est l'Amérique dans ses tréfonds, dans ses anfractuosités. Mais vous savez quoi? En fait, à peine avons-nous regardé les États-Unis avant les élections que de nouveau, on repense à l'Amérique qui offre la liberté. En fait, on ne veut pas voir que ce pays, dans son centre, est un pays en grande détresse. C'est un pays où les gens sont surarmés. Il y a plus d'armes à feu que d'habitants maintenant. Il y a 360 millions d'habitants, 400 millions d'armes à feu, tout le monde s'arme. Et c'est là que vous arrivez, Bruno, en mettant la plume dans la plaie et en montrant la réalité des États-Unis dans ce livre. Juste, je dois quand même vous poser une dernière question, la question fatidique. Est-ce que malgré tout ça, et malgré le constat très dur que vous faites de ces États-Unis, vous avez encore aujourd'hui une raison d'y croire et d'espérer? Mais oui, le passé universitaire que j'ai eu là-bas. Vous savez, quand je pense à ma jeunesse, à ma vie de jeune adulte, je pense à mes années américaines. J'ai été au comité de direction de la Bourse de New York, j'ai vu la crise de 2008, de la Bourse de New York, du cœur du capitalisme, et j'ai eu un amour pour ce pays incroyable. Et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai peut-être trop aimé par rapport à ce qu'il était. Merci Bruno. Restez avec nous parce qu'on continue à traverser l'actualité. On va revenir en Belgique avec la remise des diplômes. Combat, tout le monde revient en plateau, y compris le professeur. Passez devant la caméra. Vous savez quoi, professeur, on n'est plus à ça près. Vous venez en plus équipé d'un animal de compagnie, de ce fameux Mosca qui est là en plateau avec nous aujourd'hui. Je voudrais qu'on s'intéresse à un premier visage dans cette remise des diplômes. Ce visage, vous allez le reconnaître, c'est celui de Jean-Luc Ruck. Pourquoi Jean-Luc Ruck? Le professeur en avait parlé il y a quelques jours. Il était déjà un petit peu remonté sur son erreur. Vous vous souvenez qu'il avait pris l'avion pour parler du train et ça n'avait pas plu à notre professeur national.
Et moi, j'ai envie de mettre en dessous de la suffisance, plutôt 4, mais c'est surtout parce que il a fait le clampin, il a fait un selfie dans l'avion. Putain, vraiment, c'était l'idéal à faire. Je dis, il devait le faire à l'extérieur ou aller dans une gare, mais pas dans l'avion. Et a fait le clampin une fois. A-t-il refait le clampin une deuxième fois? C'est la question qu'on se pose ce soir parce que regardez ce qui se passe du côté de Louvain. Alors c'est une super expérience. On teste une navette autonome qui n'a pas besoin de conducteur. Tout le monde trouve ça génial. On en a beaucoup parlé de ces navettes. On avait déjà fait des essais du côté de Louvain-la-Neuve notamment. On a quelques images qui traînent en stock pour vous montrer ce que ça représente. Ça commence à marcher et voilà que Jean-Luc Ruck s'en réjouit. Je me réjouis, dit-il, que des projets pilotes de véhicules autonomes émergent en Belgique. La mobilité autonome révolutionne la mobilité de demain, ouvre des perspectives prometteuses. Oui, mais on se demande, et les emplois dans tout ça, professeur? Est-ce qu'on va perdre des chauffeurs du TEC, de la STIB, de l'EIN? Oui, alors d'abord, moi j'aime bien M. Crick, hein, soyons clairs. Oh oui, c'était très affectueux. C'était l'idée de faire un selfie dans un avion pour aller à une conférence sur le train qui était un peu bizarre. Ah mais je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ce soir, hein, c'est pas le genre de la maison. Non, on parle du ministre. Mais bon, moi qui suis un utilisateur du 71, par exemple, imaginez que le 71, qui a un double bus, bon des baraques, vous le remplacez par 4 petites navettes autonomes, je dis oui tout de suite. Donc forcément, le ministre a raison. Alors, j'ai regardé après les études de l'OCDE, de l'ITF, de l'UITP, l'Union syndicale des transports publics, et ainsi que la Fédération mondiale des syndicats. En fait, ils sont convaincus qu'à court terme, ça va être des changements d'emploi. On va perdre aucun emploi parce qu'il faudra avoir des emplois transformés, des agents d'accueil, des supervisions, de la maintenance, des capteurs. Donc, à court terme, il n'y a pas de risque. Après, à horizon de 5, 10, 15 ans, ma foi, je veux dire, le monde entier va être bouleversé par l'intelligence artificielle. Donc, si je repose ma question, professeur, clampin ou pas clampin, vous me dites pas clampin. Pas clampin. D'accord avec ça, Romuald? Pas clampin? Je suis d'accord. Oh là là, tout arrive, tout arrive. Un mot quand même, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis comme à San Francisco. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de véhicules autonomes maintenant que les gens ont eu un peu peur de prendre. Mais regardez en Belgique, on avait des taxis normaux, il y a des Uber. Maintenant, des Uber sont parfois des taxis inversement. Donc les modes de mobilité ne remplacent pas les précédents. Il y a une addition de choses. Et je crois qu'on va voir, à mon avis, dans 5 ans, je l'espère, des véhicules autonomes, parce qu'on serait vraiment tout à fait idiot dans une ville qui est complètement congestionnée. Le cadre juridique devrait évoluer aussi. Bien sûr. On va changer le titre de cette émission. 50% belges, 50% États-Unis. En tout cas, c'est le cas ce soir. Je voudrais quand même, si vous le permettez, qu'on consulte Anna sur ce sujet, puisque vous le savez, Anna nous accompagne depuis le début de la saison. Anna, vous connaissez très bien les progrès de la science et de la technologie, puisque vous en êtes vous-même le fruit. Est-ce que, sincèrement, avec ces véhicules autonomes, on a plus ou moins d'accidents qu'avec des vrais chauffeurs, des vrais conducteurs ? Alors Thibaut, forcément, je suis une IA, c'est mon ADN. Mais attention, les études montrent que le risque d'accident n'est pas plus élevé qu'avec un conducteur humain, parfois même l'inverse, parce que la machine ne boit pas, ne s'endort pas et ne regarde pas son GSM en douce. Bon, elle peut quand même se planter sur un rond-point à Namur si le GPS a bu trop de café, mais globalement, niveau sécurité, on est plutôt dans la bonne direction. Anna vous a rassuré, Camille ? À moitié. Tous les sens interdits à Namur, elle aurait quand même du mal. Hein. Mais Camille, c'est son côté un peu princesse. Elle aime bien être conduite par un vrai chauffeur. Vous voyez, oui, à un moment donné. Quand il n'y a personne devant. En plus, avec qui on fait la conversation, alors il n'y a personne. C'est triste. Il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer dans les voitures autonomes. C'est vrai, vous avez raison. On pourrait avoir de la conversation avec des amis sur la banquette arrière. Problème réglé. Deuxième visage et deuxième remise des diplômes peut-être ce soir pour Mathieu Léonard. Vous connaissez Mathieu Léonard, c'est évidemment le président de la Fédération Horeca Bruxelles. On sait que les restos ont des tas de problèmes pour l'instant, de personnel et autres. Et dans l'émission de Maxime Binet, Le Café sans filtre, il a lancé un appel du pied à tous ceux qui vont perdre leur allocation de chômage en disant « Venez chez moi ». Nous sommes là, nous on vous accueille. Alors, il est facile de croire que du jour au lendemain, sous prétexte que des allocataires du chômage sont exclus, il va y en avoir une quarantaine de milliers sur 2026-2027 rien qu'en région bruxelloise, croire que dès demain ils auront du travail, c'est faux. Il y a du boulot, nous dit-il, Camille. Est-ce qu'on peut jurer à toutes ces personnes qui vont perdre leur allocation de chômage qu'en travaillant de l'Horeca, ils vont être plus ou moins bien payés? C'est quoi le salaire moyen? Non, c'est impossible de garantir qu'ils seront plus ou moins bien payés parce que déjà, c'est un des secteurs les moins bien rémunérés en Belgique. Alors, j'ai consulté le baromètre des salaires Jobat. Le salaire mensuel brut moyen dans le secteur de l'Horeca, c'est 3 421 €. Alors, c'est 26% de moins par rapport à la moyenne générale qui est de 4 318 €. Bon, après, il y a quand même une note positive. Brut. C'est, oui, brut, pardon.
il y a quand même une note positive, c'est qu'il y a une augmentation de 20% par rapport à 2020. Et vu que c'est un secteur en pénurie, eh bien, c'est facile de se dire qu'on trouvera un travail. Et en plus, il y a moyen de gravir les échelons facilement. Il y a des formations qui sont assez rapides. Donc, il n'y a pas que du négatif. Il y a toujours les petits pourboires, professeur. Même si le Belge est un peu moins généreux qu'avant, on peut espérer avoir un petit bas de laine supplémentaire. Mais avec moins de cash, c'est compliqué. Hein. Enfin, je trouve que le pourboire avec la machine, c'est pas très engageant. D'où l'importance du bon contact à Bénin, dont on parlait tout à l'heure. C'est pas au Belge avec son pourboire à pallier le fait que le salaire n'est pas assez élevé parce que les patrons de l'Horeca ne donnent pas assez. C'est facile de toujours culpabiliser les clients en disant ils devraient laisser un peu plus de pourboire. Et non, qu'on rémunère bien ces personnes, c'est pas aux clients qui payent déjà ce qu'il y a dans leur assiette de plus en plus cher chaque année, encore plus mettre à la caisse. Alors, on vous en remontez, on a quand même demandé à Mathieu Léonard. Je donne mon avis. Vas-y, vous êtes un peu remonté, mais c'est pas grave, ça fait votre charme. Ça fait votre charme. On a demandé quand même à Mathieu Léonard si les CDI, ça existait encore dans l'Horeca ou pas, parce que ça compte, ça. Je préfère la stabilité et je vous garantis bien que tous les patrons dans l'Horeca parlent comme moi. C'est la stabilité, donc un contrat à durée indéterminée. Mais oui, aujourd'hui, de toute façon, les règles en matière sociale, franchement, sont tout aussi favorables pour un CDI que pour un CDD. Vous y croyez, ça, Bruno, à ce transfert des anciens allocataires sociaux, ceux qui touchaient le chômage, vers l'Horeca où ils vont subitement trouver du boulot? Écoutez, moi, c'est un problème très compliqué et je pense que le gouvernement a été beaucoup trop vite. Du jour au lendemain, on va mettre 200 000 personnes hors du chômage, sans aucune préparation personnelle ou collective, sans avoir mis à contribution le monde on va dire patronal, et je crois qu'on va assister à des drames. Il y a des personnes qui vont tomber dans la pauvreté. Je n'arrive même pas à comprendre comment, dans un état social, on ait pu commettre un acte d'une telle violence. On aurait dû l'étendre sur plusieurs années, le faire par tranches, laisser le temps aux patrons, aux entreprises d'absorber progressivement ces chômeurs par ordre de... Enfin, pas on le fait par tranches, mais par tranches très épaisses. C'est vrai que les tranches sont très épaisses. Et alors, quand on raconte, et moi ça m'a révolté, en région wallonne, qu'un tiers des personnes allaient retrouver du boulot, on ne sait pas très bien comment, un tiers allait au CPS, et un tiers on ne sait pas où, et un tiers allait disparaître des radars. Mais ça veut dire quoi, disparaître des radars? Ça veut dire se dissoudre dans l'acide, ça veut dire s'enfuir. C'est une vraie question. S'évaporer. Et votre inquiétude, c'est un véritable problème économique. Et votre inquiétude, Bruno, est évidemment partagée par les CPS. Pas plus tard que cette semaine, on relevait cette angoisse grimpante, montante dans la plupart des CPS. Comment va-t-on faire pour absorber tout ça? C'est une vraie question qu'on relaiera ici dans les prochaines semaines. Mais pas que des CPS, Thibault, également le Forum, Actiris, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment équipés avec des moyens pour le nombre de personnes qui vont arriver, pouvoir traiter ce flux. Et donc, on prend des mesures, comme l'a très bien dit Bruno Clément, aussi fortes. Il faut mettre les moyens qui suivent, et ça, on ne le voit pas toujours. Et les assistants sociaux sont un métier en quasi-pénurie. Que je n'entende plus que cette chaîne est une chaîne de droite. J'ai que des gens de gauche sur ce plateau, vous les avez vus, ils sont remontés. Troisième visage au cœur de l'actualité, Anne-Hélène Van Bossuyt, c'est la nouvelle ministre NVA en charge du dossier de l'immigration. Alors on ne la connaît pas encore très très bien en Wallonie, mais elle commence à faire le tour des plateaux télé et voilà qu'elle fait parler d'elle en disant ceci à l'ADH aujourd'hui, la Belgique est devenue trop attractive pour les migrants. Elle nous dit, certes, chez nous, il n'y a pas de contrôle aux frontières, mais lisez ceci, nous avons choisi, nous, de faire des contrôles d'arrivée. Ce sont des contrôles très ciblés sur les endroits où l'on sait que beaucoup de gens arrivent illégalement, les trains, les bus, les avions qui arrivent à Zaventem, de Grèce, d'Italie, les parkings d'autoroute. C'est très bien, on fait des contrôles des bus, des trains, de tout ce que vous voulez, Romuald, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi le mode d'emploi? On renvoie le bus à la maison? On renvoie l'avion à la maison? Cher M. Roland, je vais d'abord vous dire, je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis journaliste. Oui. Ensuite, je vais vous... Pourquoi est-ce que cette mesure a été prise? Le parti du savoir et de l'information. Mon parti, c'est ici, je suis là, je suis dédié pour vous. Pourquoi cette mesure a été prise? C'est pour donner un signal. En fait, c'est depuis l'été 2025 qu'il y a ces contrôles ciblés pour l'immigration irrégulière et l'immigration secondaire. L'immigration secondaire, c'est donc des personnes qui ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays, mais qui viennent quand même en Belgique. Eh bien oui, ça se fait sur des aires d'autoroute, au niveau des gares, au niveau, par exemple, des bus. Prenons la ligne Dunkerque-La Panne, ça c'est ciblé. Bruxelles-Midi, c'est ciblé. L'aéroport de Zaventem, c'est ciblé. Et il y a qui s'organise de ça? L'Office des étrangers, la police fédérale, les zones de police locales. Et qu'est-ce que l'on regarde concrètement? Eh bien, on vous demande si vous avez vos documents d'identité, si vous avez votre titre de séjour. Et si vous ne l'avez pas, il y a une obligation de quitter le territoire si vous n'avez pas de titre de séjour. Mais on ne vous amène pas à la frontière comme ça. Nous parlons ici d'êtres humains, nous ne parlons pas de chiffres, et donc il y a des droits. Et donc, au cas par cas, imaginez que vous êtes un multirécidiviste, c'est la 10e fois qu'on vous prend, et vous êtes connu pour des antécédents criminels, vous allez être placé en centre fermé. Mais si vous
vous n'avez aucun antécédent, on va vous demander de quitter le territoire, mais on ne va pas être derrière vous pour vous ramener à la frontière. Et donc on renvoie jamais le bus rempli ou l'avion rempli, on fait du cas par cas. Évidemment, et on peut contester ça devant le Conseil de contentieux des étrangers. Et d'ailleurs, pour un retour forcé, même quand vous êtes placé en centre fermé, il faut un accord du pays pour renvoyer son ressortissant. Nous parlons ici de matière technique, de matière humaine. Et donc, non, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne prend pas un avion, on ne prend pas un bus, on ne prend pas une voiture et boum, on la renvoie. Un peu d'humanité, merci. Je dois quand même vous demander, professeur, c'est la question fatidique, si votre chien Mosca, qui nous accompagne et qui a un prénom à consonance italienne, est bien en ordre au niveau administratif et a ses papiers belges. Ah, elle a ses papiers belges à 100%. Oui, elle a son petit passeport. C'est un braque allemand belge qui je parle en italien. Donc plus personne ne comprend rien. Nous voilà désormais rassurés totalement et nous allons pouvoir ouvrir dans un instant la grande affaire, celle qui nous emmène dans les travées du palais royal ou en tout cas de la famille royale. Nous avons appris cette semaine l'existence de Clément, le fils caché, mais plus tout à fait caché, du prince Laurent. Il a participé à un documentaire où il se raconte, où il raconte ses liens familiaux avec le prince. Oui, mais il a été payé pour ça. Alors l'a-t-il fait pour l'argent ou pour la reconnaissance? On tranche la question dans un instant. Vous savez que le vendredi, c'est cours de sciences. Le professeur arrive dans quelques instants avec son expérience de la semaine. Ne ratez ça sous aucun prétexte. Vous êtes prêts? Il y a 2 expériences. Ah, il y a 2 expériences. On est gâtés. Vous savez qu'on a une minute. Hein, je ne peux pas vous faire peur, professeur, mais la concision sera la règle du jeu une nouvelle fois. Avant ça, place à la grande affaire. Ça va devenir une émission scientifique. C'est le visage de la semaine. Ce visage, c'est celui de Clément, dont on a découvert quelque part l'existence. Clément est le fils du prince Laurent, qui évidemment est le fruit d'une relation qui précédait son mariage avec Claire, avec Iris, Wendy, appelez-la comme vous voulez. Il nous a beaucoup émus cette semaine. Il a d'ailleurs ému 600 000 téléspectateurs sur VTM à travers cette première partie de documentaire qui raconte sa vie. Ja, ze zegt, ja, je papa is prins. Die papa is die meneer. Als hij dan een prins is, wat ben ik dan? Dus dat wil zeggen dat mijn onkel de koning van België is. Dan op een gegeven moment krijg je daar een nummer in mijn oren geschoven. Dat ik denk van, dat is gewoon zijn nummer. Dat is gewoon echt zijn... Allee, versta je? Dus ik bel. En die telefoon gaat over. Echt, mijn hart zat hier. Plein de bons sentiments, plein d'émotions, sauf que un élément supplémentaire est venu un peu jeter le trouble dans cette affaire. On a appris dans les colonnes de Sudinfo, de l'Avenir, d'autres médias, que Clément, comme sa maman, avait été payé pour participer à ce documentaire. Alors, est-ce que c'est la règle ou pas? On essaye d'éclaircir tout ça avec Alexandre Gérard. Dès l'annonce du reconnaissance de son fils Clément, VTM dégaine un documentaire. Clément et Iris, sa maman, sont réunis. Ils se confient notamment sur leur relation avec le prince. Un succès puisque l'émission de la chaîne de télévision privée a attiré 600 000 téléspectateurs. Le doc a aussi évidemment un coût et selon Sud Presse, même les personnes interrogées ont reçu un cachet. Pas de somme dévoilée, si ce n'est que ça représentait le prix du marché. Du côté de VTM, on indique que cela se fait pour d'autres émissions, que ce n'était pas propre à cette interview particulière. Clément et Iris ont aussi dû signer un contrat de confidentialité pour garder certaines informations bien secrètes évidemment. Bon, on a l'air de dire du côté de la chaîne que c'est la norme d'être payé pour ce genre de documentaire, soit, sauf que 2 éléments supplémentaires, là encore, posent question. On apprend dans la Libre que c'est Clément lui-même qui a pris l'initiative de ce documentaire. Il a contacté, lisez ses propos, un collègue et un ami de sa mère, le réalisateur flamand Wim de Smet. Il lui propose de réaliser un documentaire avec lui en acteur principal, afin qu'il puisse révéler son secret au reste du royaume. Et lorsque le documentaire en 2 parties est terminé, après des mois de collaboration, il en discute longuement avec le prince qui choisit de ne pas participer aux enregistrements. Professeur, est-ce que vous trouvez que cette histoire d'argent jette un peu le trouble dans cette affaire? Honnêtement, moi je m'en tamponne le coquillard. Tamponner, il est où le coquillard? Ces histoires, la famille royale, on a d'abord eu la fille de son père, puis le fils de son fils. Enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent et ils veulent se faire payer pour un reportage. Franchement, moi ça me. Oui, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse s'adresser à ça. C'est pas votre problème. Ok, oui. L'histoire d'argent n'est pas votre problème. On entendra l'avis de Bruno dans un instant, l'autre professeur autour de cette table. Mais Camille, je vous sens un peu plus
critique. Mais ce qui me dérange, c'est pas vraiment que Clément ait été payé, c'est plus que son histoire qui touche à l'intime soit devenue un produit d'audience. En fait, on a fait d'une réconciliation familiale un vrai spectacle consommable. Et en fait, c'est presque du voyeurisme pour moi. Et ça pose une vraie question de société que est-ce que tout doit se monétiser, même nos émotions, même nos blessures personnelles, même notre vie privée? Et c'est plus ça que je trouve triste dans un sens que le fait d'être payé, ça m'en fout un petit peu aussi. On le rappelle, c'est son choix personnel de passer par une émission de télévision au-delà de la question du cachet. C'est quelque part la démarche, fallait-il en faire une émission de télé? Je pense que c'est un peu du voyeurisme et c'est ça qui me dérange un peu. Alors, avant d'entendre l'autre professeur, Romuald, je voudrais votre avis là-dessus. L'histoire dessous, ça vous gêne, ça vous embarrasse? Mais on est dans un monde où tout se monétise et on monte sa vie privée. C'est la nouvelle société. Il n'a pas fallu attendre ces reportages. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai envie de vous dire, on ne choisit pas sa famille, mais au moins Clément, il a eu le choix de choisir son producteur. Et donc voilà, eh bien il a mis les choses en scène, un peu, il s'est dit, ben voilà, il y a de l'argent, il y a une offre, une demande, vous savez très bien, famille royale, sexualité, tout cela, ça fait recette. Moi plutôt, le vrai scandale dans cette histoire, c'est qu'on trouve en 2000 et encore en 2025 un acte badin qu'une femme élève son enfant seule. Et moi je trouve que c'est ça en fait le vrai truc, qu'on trouve normal qu'en fait, ben non, quelqu'un a dû élever son enfant seul. Et ce que personne n'a relevé finalement dans cette affaire, on s'intéresse beaucoup à lui, mais peu à elle. Personne ne relève ça, ben non, je trouve que peu importe que ce soit le prince Laurent ou quelqu'un d'autre, dans n'importe quel cas, vous assumez. Et donc, on parle ici du prince Laurent parce que c'est évidemment quelqu'un de la famille royale. Il y a énormément de mecs qui laissent partir leurs femmes avec des enfants et qui ne les assument pas. Et pour moi, c'est ça le vrai scandale de cette histoire, c'est que maintenant, il n'y a personne qui se dit « Mais attendez, vous trouvez ça normal qu'une femme a dû élever son enfant seule et que le mec est au courant, il choisit apparemment la peinture de sa chambre et il ne fait rien ?» Eh bien non, dans aucun cas c'est normal, excusez-moi. C'est très bien, qu'on soit connu ou pas connu. Solidaire envers les femmes. Alors si effectivement ça permet au moins de soulever cette problématique-là, on aura gagné quelque chose. Bruno, votre avis là-dessus? Oui, moi je suis un peu... je suis troublé par cette histoire. D'abord, je connais un peu le prince Laurent et je lui parle assez souvent. Finalement, c'est quelqu'un d'assez remarquable. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, qui m'émeut, que j'aime bien, que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui. Dans cette histoire, il y a dû avoir beaucoup d'amour, de la tristesse, un sentiment d'abandon de part et d'autre. On ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas qui a fait quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. Moi, je garde le beau de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà, il y a un garçon qui a 25 ans, qui n'a pas peut-être pu vivre avec son père, quelles en étaient les raisons, mais il y a dû avoir à la base de sa naissance un acte d'amour, certainement. Et ça, c'est important de le souligner. Alors après que le prince Laurent l'ait ou pas éduqué, on n'en sait rien finalement, on connaît pas les détails de l'histoire. Mais regardons ça avec bienveillance, regardons ça avec ouverture d'esprit. Regardons ça. Elle a élevé seule. Voilà, mais on ne sent aucune rancune. On ne sent aucune rancune là-dedans. Mais vous savez, c'est compliqué. Moi, je suis un enfant divorcé, mes parents divorcés quand j'avais 8 ans, il y a bien longtemps. À l'époque, c'était l'ostracisme social complet. Ça m'a pas permis, ça m'a quand même forcé à me construire seul. Mais il y a eu à la base de l'amour. Quand je retrouve les photos de mes parents avant ce divorce, c'était des photos d'amour. Donc, il y a dû avoir quelque chose de merveilleux dans ce couple. Il y a eu un enfant, mais c'est merveilleux d'avoir un enfant. Enfin, qu'est-ce qui est de plus beau que d'avoir un enfant ensemble? Mais quand c'est pas voulu, c'est... L'élever en famille. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire? Non, on ne connaît pas. Je dis ça juste comme ça. Et ce qui est fou, ce que vous racontez, Bruno, transparaît au moment où ils ouvrent l'album de famille, où ils repassent en revue les images de l'enfance, où il y a des souvenirs du prince Laurent qui se mêlent à tout ça. Avant de vous libérer, Bruno, je voudrais juste qu'on clarifie quelque chose avec le professeur. Je ne sais pas si, professeur, on peut remonter votre déclaration au début de ce tour de table. Vous avez dit « je m'en tamponne le coquillard ». Oui. En tant que scientifique... Je m'en bats l'œil, techniquement. Hein. Le coquillard, il est où exactement? Le coquillard, c'est l'œil. Oui, c'est le nom argotique de l'œil. Donc ça veut dire je m'en bats l'œil. Ah, je m'en bats l'œil. Que ceci soit clair, qu'il n'y a pas de Parce que j'allais rentrer chez moi en demandant où est exactement le coquillard. Maintenant, je sais où il est. Merci Bruno Coleman d'être passé nous voir. On vous libère et on lit évidemment votre nouveau livre qui est déjà un carton en librairie et qui vous fait découvrir l'Amérique autrement à travers l'histoire et le présent aussi. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très vite. Dans un instant, nous recevons un autre invité. Il s'appelle Jérémy Van Obdenbosch. Cet homme, c'est le roi des réseaux. C'est l'ami des stars. Comment fait-il pour construire et pour tisser sa toile? Il nous raconte tout parce qu'il veut vous aider aussi. C'est dans 100% belge. Cet homme, c'est le roi de tous les réseaux. C'est l'ami des stars. Il s'appelle Jérémy Van Obdenbosch. Il sera avec nous dans quelques instants, si du moins le chien du professeur ne l'a pas dévoré. Vous avez de la chance, vous avez évité un véritable carnage. On a cru que Jérémy ne pourrait pas être avec nous ce soir. Avant de l'accueillir, il est l'heure de répondre à toutes vos questions sur l'actu.
Première question, on nous dit, j'ai vu l'histoire de Marc remboursé d'1 centime pour sa pension. On envoie vraiment des courriers, l'administration envoie vraiment des courriers et lance des procédures pour 1 centime. C'est une histoire qu'on a vue dans Sudinfo, Romuald. 1 petit centime et on fait tout ça pour ça? Ben oui, parce qu'en fait, la notification du paiement de cette somme, c'est automatique. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine, ce qui veut dire que lorsque le montant est en faveur de l'honorable citoyen, c'est automatique, il n'y a pas un humain derrière, et interrompre ce processus automatique et donc informatique coûterait plus d'argent que de commencer à voir à qui il faut ou pas envoyer une lettre. Donc c'est super rentable de faire ce genre de manipulation pour 1 centime, c'est la morale de l'histoire. Écoutez, c'est plus rentable que si jamais on changeait le logiciel informatique. Alors on me dit dans l'oreillette, et je salue Jody qui édite cette émission, que vous ressemblez de plus en plus à Luc Hénard. Je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais peut-être que vous saurez bientôt. Je ne sais pas. Bah écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Apparemment, le professeur a son avis là-dessus. J'en profite pour vous dire que Luc Hénard sera avec vous la semaine prochaine. Elle voulait sûrement si dire que c'était quelqu'un de goût et qui s'habille bien. Exactement. C'est le papillon. Autre question. Elle est pour vous, celle-là, professeur. Oui. Et les carabinés. J'aime beaucoup votre professeur, donc vous, monsieur Bouchella. Pouvez-vous lui demander si le Coca Light accélère le vieillissement du cerveau, comme je l'ai lu, parce qu'effectivement, c'est votre question. On a vu une étude paraître cette semaine, notamment sur Euronews, qui parle de ça. On vieillirait plus si on prend de l'aspartame et tous ces bidules. Oui. Alors, cette étude a été relayée par toute la presse sérieuse, notamment Le Monde, Guardian. Enfin, effectivement, c'est une étude qui a été réalisée sur une cohorte brésilienne de 12 772 participants et qui a observé qu'une consommation plus élevé ou très élevé d'édulcorants était associé à un déclin cognitif. Et ce déclin cognitif ou cognitif rapide équivalait à 1,6 ans de déclin sur 8 ans dans le tiers le plus touché et chez les moins de 60 ans. Donc c'est relativement sérieux. Les doses d'édulcorants qu'il faut absorber par jour pour en gros devenir débile, c'est 191 mg par jour. Or, c'est combien de coca ça? Le Coca Light, ça dépend des régions, des pays. J'ai peur. Ça va entre 100 et 150 mg d'édulcorant. Par canette? Par canette. Donc on arrive aux limites. Donc la question de notre téléspectatrice est extrêmement intelligente. Je serai relativement attentif. Il y a un petit... Je ne vais pas terminer la saison, moi. Oui, il y a un petit... oui, vous avez encore la marche, moins de 60 ans. Mais donc, si vous voulez, il y a un petit caveat dans cette affaire-là, c'est que c'est une étude observationnelle. Ce n'est pas un essai clinique randomisé. Donc ils ont pu observer une cause, si vous voulez, ils ont pu observer un lien, mais ils n'ont pas pu déterminer stricto sensu une conséquence. Mais moi, si j'étais vous ou le téléspectatrice, je me mettrais à boire de l'eau dès demain matin. C'est un petit peu le message. Du thé, du café, c'est excellent pour la santé. Vous arrivez avec vos recettes détox bientôt dans cette émission, c'est ça la prochaine étape. Autre question, elle est pour vous, Camille. J'ai vu l'histoire de ces agents véreux, agents pénitentiaires à la prison de Harren. La sanction pour trafic de drogue est-elle plus lourde quand on travaille comme policier ou comme agent pénitentiaire? Effectivement, ce trafic a été démantelé. On se demande un petit peu ce qui va leur arriver. Et moi, on dit pas, j'aime beaucoup votre chroniqueuse. Ah, mais si, je cherche. Attendez, j'ai plus le courrier pendant que vous répondez. Non, j'ai plus. J'ai contacté la porte-parole de l'administration pénitentiaire au sein du SPF Justice. Je suis désolée, ça va être un petit peu technique. Bon, tout agent soupçonné de ce type de fait passe d'abord par une procédure judiciaire disciplinaire interne. Alors, il y a toute une législation qui prévoit entre 12 et 14 sanctions possibles. Ça peut aller de l'avertissement à la révocation, mais chaque cas est examiné individuellement, en tenant compte de la fonction précise de l'agent, du préjudice causé, de son intégrité et aussi de l'éventuelle sanction pénale qui viendra derrière. Bref, la sanction, elle est adaptée à la gravité des faits, mais aussi à la déontologie de la fonction qui joue un rôle très important. Et j'ai trouvé un dans le courrier. J'aime beaucoup votre chroniqueuse. Pouvez-vous m'envoyer son numéro de téléphone? L'intention me touche. RGPD, malgré que vous ayez vu inscrire vous-même. C'est ce que j'ai trouvé ce soir. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. En attendant, il est l'heure d'accueillir un nouvel invité. Il passe ce soir sur le feu. Cet homme s'appelle Jérémy Van Obdenbosch. Il sort ce livre pour vous aider à créer votre réseau qui va tout changer. Jérémy Van Obdenbosch, c'est l'ami des stars, celui qu'on voit partout et qui sait comment faire de vous un roi du réseautage.
C'est important d'avoir un réseau parce que dans tous les secteurs, en fait, il y a beaucoup d'océans rouges. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit freelance, qu'on veuille développer une marque, une start-up, qu'on soit coach, il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup de gens qui sont bons dans ce qu'ils font, qui ont des compétences, qui ont un talent, mais c'est pas suffisant. Il faut en plus les relations. Les relations, c'est le côté accélérateur et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sortent du lot. Et c'est pour ça aussi que les plus grandes réussites ont tout un carnet relationnel. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est que pour réussir, il faut avoir des objectifs et puis il faut avoir les contacts, les bonnes relations. Et quand on fait le cross des deux, c'est ça qui permet d'avoir une belle success story. C'est important. 15 règles d'or pour créer un réseau influence. Ce livre est signé Jérémy Van Opdenbosch. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Vous êtes l'ami des stars, on le voit sur vos réseaux sociaux. Vous partagez des photos avec Cyril Hanouna, par exemple, avec Remco Evenepoel, par exemple, avec, au hasard, Eva Longoria, que vous connaissez très bien. On a vu plusieurs photos de vous et d'elle. Et puis même avec Thomas Pesquet. Bon là, à mon avis, c'était à l'époque du Nokia 3310 parce que la définition n'était pas optimale. Comment vous faites pour toutes les rencontrer, ces stars ? C'est devenu des amis ou c'est juste une photo que vous prenez sur un coin de table ? Il y a 3 niveaux dans le réseau. C'est le superficiel. Ouais. Donc quand j'ai vu Brad Pitt, c'est pas mon ami. Et puis quand on commence à travailler avec ces gens-là, ça devient certains des amis. Quand je parle d'amitié, je prends l'exemple de la personne qui a fait la préface, c'est Ty Chris, qui est champion du monde de roller. Donc là, c'est vraiment un ami. Et comment on fait ? C'est ce que j'appelle la loi de la réciprocité. C'est pas être opportuniste, c'est toujours réfléchir comment apporter de la valeur. Tout a commencé à Bruxelles, dans un club, une discothèque. Et je donnais des cartons d'invitation pour faire amener des clients. Et les patrons ont apprécié ça. Donc du coup, je me suis retrouvé dans le VIP. Je rencontre une autre personne, je lui apporte de la valeur et c'est comme ça qu'on termine en apportant de la valeur à rencontrer des... En régie, Jérémy, on vient de s'exclamer, il a vu Brad Pitt ? Bah oui, vous avez vu Brad Pitt. Et c'est même la rencontre qui a changé quelque part votre vie. C'était votre baromètre. On va répondre à toutes les questions sur comment créer son réseau parce que vous nous donnez des clés pour ça. On lance le chrono. Et le professeur démarre avec une première question, c'est parti. Oui, voilà. Alors, si j'ai bien lu votre livre, à la base de l'histoire, c'est que vous avez pris une décision radicale qui est de devenir à l'aise ou d'être à l'aise avec n'importe quelle personnalité sur la planète. Alors, j'ai une petite question. Comment est-ce que vous faites pour ne pas paraître ni grossier ni obséquieux vis-à-vis de toutes ces personnes ? Déjà, c'est vrai que moi, il y a quelques années, sur un plateau télé, c'était impossible parce que j'étais timide. Et c'est là que s'est lancé le défi avec un peu un moment qui me met toujours au challenge. Elle me dit, tu seras timide à vie. C'est comme ça qu'on est parti, comment rencontrer quelqu'un d'inaccessible et être à l'aise. Et ça a été sur Brad Pitt. Et donc, du coup, la question, c'était quoi ? C'était comment ne pas paraître grossier ou obséquieux, quoi. En fait, il faut jamais mettre les gens sur un piédestal. Et moi, je fais exactement le contraire de ce que tout le monde fait. C'est que je les prends pour des gens normaux. Et parfois, je vais même très très loin, je leur donne des ordres. Et comme ils ne sont pas habitués à recevoir des ordres, déjà, c'est bizarre. Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi, dans le non-verbal, quand je me présente, je vais dire mon nom, mon prénom avec une assurance totale. Donc déjà, ils se disent, lui-même est important. Donc ils vont plus m'écouter aussi. Donc c'est des petits hacks, mais rester normal. Au plus, on est authentique et au plus, on ne va pas commencer à leur dire ce que tout le monde leur dit. Bah, c'est ça qui fait mouche. Les traiter comme n'importe qui. Camille ? Est-ce que vous pouvez expliquer la règle des 3 secondes ? 3 secondes, c'est dans le cerveau. C'est que quand on voit quelqu'un, je vois ça sur beaucoup d'événements, ils vont trop attendre. Et donc, du coup, on se met des excuses. Et quand on se met des excuses, on n'y va pas. 3 secondes, c'est le minimum qui permet d'y aller. Et en plus, pas d'excuses. Et comme ça permet en fait d'y aller et de ne pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui attendent trop longtemps et puis ils n'osent pas et il n'y a rien qui se passe. Et je dis, il y a une seule poignée de main qui peut changer votre vie. Donc 3 secondes, ça peut changer une vie. Et ça a été le cas avec moi. Donc 3 secondes, surtout quand on a peur des gens. Il y a le livre, il y a des conférences, des séminaires. Au final, ça coûte combien tout ça ? Est-ce qu'au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus reconnu, vous faites payer encore plus cher vos services ? Il y a de tout. Moi, j'aime bien, par exemple, quand j'ai travaillé avec Stromae, c'était gratuit. Okay. Parce que j'adore son parcours et donc je l'ai mis au World Music Awards. Et derrière, je sais que ça m'a permis de rencontrer des gens comme Mariah Carey ou Miley Cyrus qui étaient là aussi. Après, maintenant, quand je connais pas quelqu'un, c'est ça aussi, les liens d'amitié. Au plus on aime bien quelqu'un, au plus on va l'aider sans attendre rien en retour. Mais après, il y a des gens qui viennent pour le business et là, je fais payer. Et ça peut aller de quelques centaines à des conférences à plus de 10 000 euros. Donc, plus de 10 000 euros la conférence ? Ouais. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Et vous parlez d'ailleurs de donner plus que recevoir. Ça fait partie des 15 clés, hein. Toujours donner plus que ce que l'on reçoit, professeur. Oui, alors j'avais une autre question. Vous dites que vous avez par exemple rencontré notamment Stromae, je pense, ou le manager de Stromae en discothèque, machin. Alors moi personnellement, je suis un ultra casanier. Je rentre d'ici, je promène mon chien et puis je me mets devant la télé. Je déteste sortir, je déteste ces pince-fesses et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen que je devienne un homme de réseau ou c'est mort ? Moi, j'étais comme ça aussi. Moi, quand j'étais à Louvain-la-Neuve à l'école, j'étais dans mon code. Avant d'être à Louvain-la-Neuve, j'étais dans le sport et dans les études, où je sortais pas.
pas. Après, j'ai compris qu'à un moment, il fallait rencontrer des gens. Et je me suis au début forcé, après c'est un plaisir parce qu'en fait, on apprend de chaque personne. Et c'est ça le networking, c'est être curieux. Moi, quand je vois quelqu'un d'important, je vais lui demander mais comment tu as fait pour arriver là où les autres ne sont pas arrivés. Et donc, ça me permet de m'enrichir. Et quand on est dans cette dimension-là, j'adore rencontrer les gens et sortir. Et après, ça contribue aussi à la croissance de mes activités. Donc c'est comme ça que je suis sorti et qu'après, j'aime beaucoup sortir. Vous parlez de 15 règles d'or, mais il me semble qu'il n'y en a que 14 dans le livre. C'est quoi la 15e du coup? C'est le monde des connecteurs. Bon, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est une règle importante parce que souvent, beaucoup de personnes disent qu'il faut connaître 10 000 personnes, ça va prendre du temps et tout ça. En fait, avec 5 oiseaux rares, on peut en fait atteindre toute la planète. Et ça, c'est les connecteurs. Moi, j'en suis un et on peut mettre des gens en connexion. Donc on doit tous vous connaître pour avoir un réseau, quoi. Il faut démarrer par Jérémy Van Obdenbosch. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Ça peut aider. C'est pour ça qu'il y a des gens très importants qui me contactent parce qu'ils savent que j'ai ce talent-là de pouvoir relier une personne avec une autre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un QR code à la fin de ce livre. Romuald, question. La page 103 du livre, vous dites il faut savoir discuter mais être aussi intéressant. Est-ce que ça veut dire que le contenu il passe un peu au second plan avec vous? Mais moi, dans les événements networking, je parle jamais de moi ou de ce que je fais. Il faut vraiment poser des questions aux autres et s'intéresser et faire passer un bon moment. Et après, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est derrière qu'on va dire tiens, on s'apprécie, on va aller prendre un café et là, naturellement, on va commencer à mieux se connaître et c'est là qu'on se dit mais on est complémentaires, on peut faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment spontané vu qu'il y a toujours un peu quelque chose derrière, il y a une idée derrière la tête? C'est important parce qu'il y a beaucoup de fake. Pour moi, dans tous les événements, surtout j'étais au Festival de Cannes, 70% c'est des gens où on sent qu'il y a des choses des opportunistes. Mais ça se sent en fait dans la synergologie et le regard. En fait, c'est la congruence, j'en parle aussi. On voit quand quelqu'un est aligné et on voit quand ses yeux ou sa bouche ou ce qu'il dit. Il y a vraiment du non-verbal. Jérémy, puisque vous êtes avec des hommes normaux et des personnes normales ici, je vais vous demander de rejoindre la table. Certes, vous aurez un traitement de star, mais autour de la table, n'hésitez pas à vous installer à côté de Romuald. Le temps pour nous de terminer votre interview, je vous en prie, allez vous installer là. J'ai une dernière question, moi, avant de passer à la suite de l'émission. Vous avez parlé de séminaires très chers, plusieurs milliers d'euros. C'est satisfait ou remboursé? Si à la fin, j'ai pas réussi à créer mon réseau, vous me remboursez les milliers d'euros que j'ai payés? Oui, il y a des conditions de remboursement, c'est normal. Mais les gens, j'ai jamais eu trop de remboursement et il y a des résultats. Donc, mais vous suivez ces résultats? Vous êtes sûr? Oui, on a des exemples. Non, on n'est jamais sûr parce que les gens, ils doivent aussi appliquer ce qu'on dit. Mais nous, on a des résultats incroyables. On a eu par exemple quelqu'un qui voulait rencontrer le président de la République. Il l'a rencontré. C'était un artiste, il l'a rencontré. Donc il y a de tout. C'est comme dans tout. Il y a des gens qui vont aller à l'école. La moitié, il y en a qui vont rater, il y en a qui vont réussir. Pourtant, c'est le même cursus. Donc nous, les règles sont applicables. Et tous ceux qui les ont vraiment appliqués et qui ont été dans l'action ont des résultats. Donc si là, je vous dis que mon rêve, c'est de participer à un Broadway, ce qui est le cas depuis que je suis toute petite, c'est possible. C'est possible et je te conseille d'avoir. Vous pouvez m'emmener à Broadway. Ouais, je vous conseille d'avoir un connecteur qui a des contacts et qui peut. Donc prenez le numéro de Jérémy d'ici la fin de l'émission. Je vous adore Jérémy, mais nous avons la minute science du professeur qui nous attend. C'est l'heure de l'info de dernière minute. J'ai oublié la minute science. Réfléchissez, professeur. Vous avez encore un peu de temps pour vous installer au centre de la table parce que l'info de dernière minute ce soir, on aurait pu choisir entre plein de trucs. On aurait pu choisir entre une info people, tiens, Alain Fabien Delon qui se bat pour une certaine somme d'argent. On aurait pu vous parler ce soir aussi des négociations bruxelloises qui continuent de capoter puisque les engagés ont refusé l'invitation de l'Open VLD et de Frédéric Van Kuck. Bref, ça promet, c'est pas demain la veille qu'on aura un gouvernement. Mais tout ça, on le laisse de côté parce que il nous reste une minute pour parler de science, professeur. Oui. Un schtroumpf, un professeur, une latte, et vous allez faire le reste. Et nous faisons le reste, because la science peut tout. Alors, voilà. Eh bien, ici, dans la petite minute science, nous allons nous occuper des jouets de notre enfance. Science, enfance, ça rime. Ceci est un culbuto. Alors, le culbuto... Ah, ça vous épate, ça. Alors, le culbuto... J'aime bien le nom, moi. Oui. Le culbuto, c'est en fait un jouet qui est sur un point d'équilibre stable. Parce que dès qu'on l'écarte de son point d'équilibre, il revient à son point d'équilibre. Là, on lui a mis en plus une petite clochette, mais... Oui, le bruit est crispant. Oui, le bruit est un peu crispant. Mais voilà, c'est un culbuto. C'est un point d'équilibre stable. Alors ici, nous avons un petit clown qui descend l'échelle, qui lui fonctionne avec un point d'équilibre instable. Regardez, là, il est sur un point d'équilibre instable. Je l'écarte un tout petit peu de sa position d'équilibre et il arrive par terre. Et donc ainsi, avec des jouets, on peut avoir le point d'équilibre stable et le point d'équilibre instable. La science peut tout. Et ça avec j'ai cru qu'il n'allait jamais tenir en une minute et pourtant il a réussi. C'est lui mon professeur. C'est lui notre professeur. Nous nous quittons sur des applaudissements.
Pour Jérémy, pour l'équipe, pour le professeur, en vous souhaitons un bon week-end. Ça continue avec Bonsoir à la mer, non plus Bonsoir à la mer, avec Planète Trump dans un instant, suivi de Secrets d'Histoire. On vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Salut, à lundi.